Bien, je vous remercie de cette invitation qui est due sans doute au fait que, bien qu'étant économiste, j'ai donc écrit en 2011 un livre disons, de théorie politique amateur qui s'appelle The Tyranny of Utility, que je vous engage vivement à acheter, même si vous pouvez lire le petit article en français dans la revue française d'économie, mais évidemment c'est beaucoup plus complet et argumenté dans l'ouvrage. Après cette petite page de publicité, je vais attaquer le cœur de mon intervention, qui est fondée... Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit cet ouvrage? Parce que j'observais des développements en économie qu'on appelle ceux de l'économie comportementaliste, et en même temps la montée, les progrès de politique publique qu'on peut qualifier de paternaliste, c'est-à-dire le fait d'imposer des contraintes aux agents, aux individus, non pas pour les empêcher de nuire à autrui, non pas pour les empêcher de voler, de cambrioler, de tuer, ou que sais-je encore, mais, soi-disant, dans leur propre intérêt. Alors, de telles politiques ont toujours été plus ou moins mises en œuvre, notamment concernant les franges les plus pauvres de la population. Il y a même eu certaines sociétés qui stérilisaient certaines catégories de population. Depuis 20 ans, l'État se mêle de forcer, d'imposer aux gens la ceinture de sécurité, le casque, se mêle de ce que les gens mangent, est-ce qu'ils mangent assez de fruits et légumes, se mêle de plus en plus de la manière dont ils élèvent leurs enfants. Il y avait été question en Grande-Bretagne de mettre des caméras dans les foyers pour vérifier de la manière dont les gens élèvent leurs enfants. Il y a de plus en plus de politiques préventives qui s'attaquent à la liberté de circuler. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a toute une pratique qui s'appelle les ASBO, Anti-Social Order, où quand quelqu'un a été condamné pour des petits délits, on l'interdit, on peut lui interdire de prendre les transports en commun, par exemple, ou l'interdire de s'approcher de telle zone géographique, etc. Donc d'un côté, on observe cette montée du paternalisme, et de l'autre côté, de manière concomitante, on observe une évolution de la science économique que d'aucuns considéraient traditionnellement comme une science libérale, parce qu'il y avait une présomption en faveur de la liberté des échanges, une présomption en faveur de la concurrence sur les marchés. Et les hypothèses qui fondaient ces résultats économiques ont été remises en question par justement ce que j'appelais l'économie comportementaliste. Et donc, c'est l'observation de ces deux développements qui m'a donc conduit à écrire cet ouvrage, The Tyranny of Utility. D'ailleurs, le titre m'a été, disons, conseillé par l'éditeur, mais ce n'est pas un titre très approprié. Un bon titre serait plutôt The Tyranny of Happiness, la tyrannie du bonheur. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en sciences économiques depuis 20 ou 30 ans? Eh bien, traditionnellement, la science économique repose sur... la perspective de la plupart des économistes, traditionnellement, était l'utilitarisme. L'utilitarisme, ça consiste à considérer que le bien-être social, c'est une sorte de somme des utilités de tous les agents qui composent la société. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier point. Et cette approche utilitariste était, disons, complétée par l'hypothèse que les individus étaient rationnels et donc qu'ils avaient tendance à agir
dans leur propre intérêt, et que par ailleurs, leurs préférences étaient cohérentes, c'est-à-dire en particulier que s'ils préféraient la tarte à la crème au chausson aux pommes et le chausson aux pommes à l'éclair au chocolat, alors ils préféraient la tarte à la crème à l'éclair au chocolat. Leur préférence était transitive. Et donc, si l'on supposait que l'individu était rationnel, eh bien, on débouchait sur l'idée simple que le fait de laisser les gens faire ce qu'ils voulaient pouvait conduire à un optimum social au sens utilitariste du terme, c'est-à-dire une situation qui maximisait la somme des utilités de tous les agents. Pourquoi ? Bien parce que dans une situation d'équilibre concurrentiel où chacun transacte comme il le veut sur les marchés, toutes les possibilités d'échange bilatéral sont épuisées, et donc le bien-être, on ne peut pas augmenter le bien-être d'un individu sans réduire le bien-être d'un autre individu. Parce que s'il y avait un échange qui permettait d'augmenter le bien-être de ces deux individus simultanément, eh bien, il aurait déjà eu lieu. Évidemment, tout ça est un peu plus compliqué, mais c'est l'idée. L'un des aspects donc, de cette théorie économique traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les préférences révélées, c'est-à-dire l'idée que si je choisis une option, si on observe que je choisis une certaine option, une certaine action, eh bien ça veut dire qu'elle est supérieure à toutes les actions alternatives auxquelles j'aurais accès. Donc si je choisis d'allumer une cigarette et de la fumer, alors que j'aurais pu m'en abstenir, eh bien c'est que cette action augmente mon utilité. Et donc augmente, du point de vue utilitariste, mon bien-être. Donc ça c'est un aspect évidemment extrêmement important, parce que d'une certaine façon, il considère que les actions des individus sont extrêmement respectables, puisqu'elles révèlent quelque chose sur leur bien-être. Donc ça conduit aux théorèmes traditionnels de la science économique, qui sont les théorèmes du bien-être, et ces théorèmes, en quelque sorte, bornent le champ de l'intervention publique. D'une part, ils disent que pour que l'intervention publique soit justifiée, il faut soit qu'il y ait des phénomènes de marché imparfaits, par exemple des externalités ou des problèmes informationnels sur les marchés, soit que le planificateur social utilitariste ait des préoccupations de distribution des revenus, des préoccupations, disons, égalitaires ou d'équité. Mais même dans ce cas, ça n'implique pas que ce planificateur utilitariste peut faire n'importe quoi. S'il a des préoccupations de redistribution, eh bien, il doit redistribuer l'argent des riches vers les pauvres, mais ça ne justifie pas qu'il force les pauvres à manger 5 légumes par jour, ou même les riches, ou qu'il force les gens, ou qu'il empêche les gens de fumer, etc. Donc la nature des politiques prescrites par la théorie utilitariste traditionnelle, c'est que ces politiques ne doivent pas être paternalistes, elles ne doivent pas prescrire aux gens leur comportement, mais elles doivent être... donc si c'est de la redistribution, ça doit être purement monétaire, et si ce sont des imperfections de marché, eh bien la prescription, c'est que ça doit être des taxes de type pigovien qui corrigent les externalités. Donc ça, c'était la théorie économique de base. Maintenant, cette théorie économique a été battue en brèche par des travaux qui sont essentiellement empiriques et qui remettent en cause les hypothèses faites par cette théorie sur l'individu, et notamment sur l'aspect unitaire de l'individu. Donc ces travaux, qui sont assez sérieux sur le plan scientifique, mais qui débouchent à mon sens quand même sur une idéologie dans la mesure où on prétend se fonder sur eux pour mettre en place des politiques publiques,
Ces travaux ont mis en évidence des biais comportementaux, des incohérences parmi les agents privés, le fait d'être manipulable par le contexte, par exemple. C'est-à-dire si je vous présente deux options en rendant une de ces deux options plus visible que l'autre, eh bien, vous allez avoir tendance à privilégier l'option la plus visible, et donc vous n'allez pas choisir selon vos préférences, mais selon la manière dont on vous présente le choix. Il y a des phénomènes, disons, de procrastination qui fait que vous allez avoir tendance à remettre au lendemain certains choix, etc. Donc il y a eu tous ces travaux sur l'économie comportementale, et ensuite ils ont débouché, disons, sur une posture en quelque sorte scientiste, consistant à dire, bon ben voilà, moi, chercheur, j'ai mesuré la manière dont se comportaient les gens objectivement, j'ai prouvé qu'ils ne maximisaient pas leur bonheur ou leur bien-être, et donc j'en conclus que certaines interventions publiques qui contraignent les choix, les libres choix des agents, vont effectivement augmenter leur bonheur. Donc ça a débouché sur une nouvelle éthique, en quelque sorte, ou une nouvelle approche du bien-être social que j'appelle, notamment dans mon ouvrage, le post-utilitarisme. Qu'est-ce que c'est que le post-utilitarisme? Ça consiste à garder l'utilitarisme au sens où on pense qu'on peut additionner le bien-être de Pierre avec celui de Paul, sans trop se poser de questions. Mais maintenant, le bien-être, c'est plus l'utilité des agents au sens où elle est révélée par leur choix, mais c'est plutôt la somme de bonheur total de ces agents au sens où elle est mesurable, soit par des enquêtes, soit par de la neurologie, le fait de mettre des électroencéphalogrammes sur votre tête pour mesurer si vous êtes heureux ou pas, etc. Donc d'une part, il y a cette substitution du bonheur à l'utilité, qui à mon avis sont deux choses très différentes, parce que le bonheur c'est une sorte de flux de sentiments, voire de flux chimiques dans le cerveau, alors que l'utilité, c'est un peu la manière dont l'individu se construit autour de ses choix. Donc, à mon sens, le bonheur et l'utilité sont deux choses très différentes, et l'approche utilitariste traditionnelle ne considère pas que les deux choses soient égales. Elle considère que l'utilité, c'est ce que les gens choisissent de faire. Si vous décidez de vous pincer le petit doigt dans un tiroir, ça va peut-être vous faire très mal et vous n'allez pas être heureux, au sens où si on met des électroencéphalogrammes, eh bien on va trouver que vous n'êtes pas heureux. Mais si vous décidez pour des raisons quelconques de vous pincer le doigt dans un tiroir, eh bien ça prouve que ça augmente votre utilité. Donc il y a une différence entre utilité et bonheur. Et l'utilitarisme traditionnel, dans la mesure où il repose sur les préférences révélées, dans la mesure où les politiques qu'il prescrit essayent de faire jouer ces préférences révélées, cet utilitarisme traditionnel ne repose pas sur la maximisation du bonheur, mais sur celle de l'utilité. Dans le post-utilitarisme, au contraire, on considère que les choix des agents sont incohérents et donc ils ne maximisent pas particulièrement une fonction d'utilité, et même une bonne partie de ces travaux considèrent que les agents ont des personnalités multiples et conflictuelles qui jouent des jeux non coopératifs au sein des individus, au sein des organismes. Et donc, non seulement ça n'a plus de sens de maximiser l'utilité, et donc ça n'a plus de sens de déléguer les choix aux individus, mais par ailleurs, non seulement on maximise le bonheur, mais on maximise la somme des bonheurs, non pas des individus en tant qu'organismes biologiques cohérents, mais la somme des différentes incarnations qui coexistent de manière conflictuelle au sein des mêmes individus. Donc la perspective est complètement différente. Alors bien entendu, cette perspective ouvre des possibilités d'intervention de l'État au nom du bonheur qui sont beaucoup moins contraintes
qu'avec l'utilitarisme traditionnel. Parce que maintenant, on considère que eh bien, les gens ne font pas des choses qui sont nécessairement bonnes pour eux, et donc on considère qu'on peut leur imposer des choix. On peut leur dire, vous allez arrêter de fumer, vous allez manger des légumes, et puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça, parce que on a remplacé, disons, une logique qu'on pourrait qualifier de praxéologique, c'est-à-dire une logique où finalement la seule chose qui compte, ce sont les actions de l'individu, par une logique fondée sur des flux de sentiments, et on pourrait très bien en profiter pour s'attaquer à la liberté d'expression, etc. Si l'on peut prouver que si je dis quelque chose, eh bien, ça crée des sentiments négatifs parmi cette assistance, eh bien, un planificateur social post-utilitariste pourrait très bien en conclure que le flux de bonheur total est réduit du fait de ce que je dis, et que donc il faut réglementer mon discours. Donc il y a, disons, une évolution vers un paradigme que je qualifie de post-utilitariste, et l'un des aspects inévitables, l'un des corollaires de cette évolution, c'est des politiques qui, de plus en plus, réduisent la liberté individuelle et augmentent l'intrusion de l'État dans la vie privée. Alors, ces politiques sont elles-mêmes fondées sur la science, en tout cas, au moins entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé faire n'importe quoi, c'est pas Ceausescu ou Idi Amin Dada qui décident, mais ce sont les scientifiques qui ont mis des électrodes sur le crâne des gens pour mesurer qu'est-ce qui augmente leur bonheur. Donc c'est accompagné du développement d'une science sociale ou d'une science psychologique post-utilitariste. Et évidemment, l'objectif de maximiser le flux total de bonheur a lui-même un impact sur la manière dont cette science évolue. Parce qu'à partir du moment où on est utilitariste ou post-utilitariste, on se préoccupe que de la somme des bonheurs totaux, donc on va plutôt regarder les effets moyens. Par exemple, on va dire, en moyenne, les gens n'épargnent pas assez, donc il faut les inciter à épargner plus, parce que leurs biais comportementaux font qu'ils ont tendance à remettre les décisions d'épargne au lendemain, etc. Évidemment, dans cette moyenne, il y a plein de gens qui, eux, par exemple, épargnent trop, donc ils ont les biais inverses, et puis il y a peut-être pas mal de gens qui sont rationnels et qui épargnent exactement ce qu'ils veulent, mais si on est utilitariste, eh bien, on a tendance à fermer les yeux sur la diversité des cas individuels et à juste regarder les moyennes, puisque de toute façon, ce qu'on maximise, c'est le bonheur en moyenne. Et par ailleurs, un autre aspect de cette science sociale utilitariste, ça c'est un peu inhérent à toute science sociale qui prétend fonder l'intervention publique plutôt que chercher de manière désintéressée les mécanismes du monde réel. Bien souvent, il va y avoir, disons, un certain mépris des mécanismes causaux, c'est-à-dire qu'on va par exemple faire des expériences de laboratoire, on va utiliser des expériences naturelles qui vont montrer que telle politique a tel effet sur telle chose. Par exemple, un des promoteurs de l'économie du bonheur, Richard Layard, s'est fait l'avocat de politiques éducatives où en fait on n'apprend pas grand-chose, mais on se tient par la main et on partage ses sentiments. Et certaines études montrent que les endroits où il y a eu des expériences où on fait ça, et ça réduit le taux de dépression moyen parmi les élèves. Bon, évidemment, on n'apprend rien, mais on est moins malheureux puisque le taux de dépression a été réduit. Donc, dans cet exemple, non seulement il y a une substitution totale d'un objectif d'instruction publique à un objectif de maximisation du bonheur, d'une part, mais d'autre part, ces études qui montrent que, entre guillemets, ce type de pédagogie, que j'aurais tendance à appeler plutôt thérapie, augmente le bonheur, ne se préoccupe pas d'examiner par quel mécanisme c'est le cas. On a une approche purement clinique où on fait des expériences et on regarde le résultat. Donc ça, c'est... donc l'évolution de ces politiques paternalistes va être de plus en plus fondée par ce type
ce type de sciences sociales, disons, militantes, qui va être utilisée pour justifier ces interventions. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Environ 20 minutes. Oui, d'accord. Alors, un autre aspect de l'évolution de ce paternalisme qui n'est pas inévitable, mais qu'on observe, c'est ce que j'appelle le transfert de responsabilité. Alors, c'est quoi le transfert de responsabilité? Ça consiste à, dans la théorie, disons, traditionnelle du droit, on considère qu'il y a des actions qui sont illégales ou immorales, et on considère que c'est celui qui a fait cette action qui en est responsable. D'accord ? Maintenant, dans la nouvelle théorie post-utilitaire, fondée sur la science sociale comportementale, il y a quand même un gros problème, parce que vous avez plusieurs incarnations, Dr Jekyll et Mr Hyde. Supposons que Mr Hyde égorge une victime dans la rue. Vous mettez la personne en prison, vous mettez aussi Dr Jekyll en prison. Et donc, c'est injuste. Vous avez Dr Jekyll et Mr Hyde qui sont deux incarnations qui coexistent dans le même individu, et il n'y a pas de fondement moral à punir cet individu pour les actions d'une incarnation qui n'est pas la totalité de l'individu. Donc ça, c'est évidemment un gros problème, non seulement sur le plan moral, mais sur le plan des incitations. Donc ça débouche évidemment sur des politiques publiques qui accordent moins de poids à la répression et plus de poids à la prévention. La prévention, ça consiste en quoi? Ça consiste à réprimer des actions qui sont parfaitement licites au motif que ces actions pourraient conduire à une chaîne d'événements qui déboucherait sur quelque chose de néfaste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quel individu va-t-on contraindre dans cette action de prévention? Eh bien, ça n'a pas de raison d'être Dr Jekyll, parce que si vous voulez, en quelque sorte, Dr Jekyll n'est pas plus responsable du crime de Mr Hyde, même si vu de l'extérieur c'est la même personne, que vous ou moi. Donc il est tout aussi légitime de contraindre l'individu Jekyll-Hyde, enfin il n'est pas plus légitime de contraindre l'individu Jekyll-Hyde que de contraindre quelqu'un d'autre. Et à partir de là, le planificateur social post-utilitaire va se poser la question, si je veux maximiser le flux de bonheur total, et si je veux mettre en place des politiques préventives, sur quels individus vais-je mettre une contrainte? Et bien entendu, la réponse à cette question, je vais mettre la contrainte sur les individus qui sont à même d'internaliser les conséquences de leur choix sur la chaîne d'événements qui pourraient déboucher sur quelque chose de néfaste. Et ça, c'est ce que j'appelle le transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'on va faire porter le poids de la contrainte sur les individus qui sont en fait les plus rationnels, même si l'action qu'on veut éviter ne sera pas exercée par ces individus, mais sera exercée par quelqu'un d'autre. Un cas typique, ce sont ces lois qui sont assez fréquentes, notamment en France, mais dans pas mal de pays, qui pénalisent les tenanciers de bar pour servir de l'alcool à des gens qui ensuite pourraient prendre leur voiture et causer un accident. On pénalise le tenancier de bar parce que, eh bien, comme en sa capacité de tenancier de bar, il doit se comporter de manière rationnelle puisqu'il est en train de maximiser son profit, etc., eh bien, c'est efficace de l'empêcher de servir trop d'alcool à ses clients, alors que d'un point de vue, disons, traditionnel, eh bien, la personne qu'on devrait pénaliser en cas d'accident, ça serait le client qui a trop bu. Mais on pense qu'une fois que le client a trop bu, eh bien, il est irresponsable, il va prendre sa voiture. Donc transférons la responsabilité vers la personne qui, dans cette chaîne d'événements, est responsable, c'est-à-dire le tenancier de bar. Il y a beaucoup d'exemples de ce transfert
de responsabilité. Alors évidemment, ce transfert de responsabilité va conduire à une sorte de système de caste où eh bien, la société va être divisée entre certains individus qui vont être considérés comme irresponsables et certains individus qui, eux, vont être considérés comme responsables. Pas nécessairement des individus, d'ailleurs, ça peut bien souvent être des entreprises à cause de leur solvabilité et à cause du fait qu'on les considère ontologiquement comme rationnels. Et on va, disons, accroître la contrainte sur les individus considérés comme responsables et réduire la contrainte sur les individus considérés comme irresponsables. C'est une sorte de socialisme, en quelque sorte, de l'irresponsabilité. Donc voilà, en gros la cartographie de cette société post-utilitariste comme je la conçois. Maintenant, je voudrais aborder un sujet connexe mais légèrement différent qui est et qui a été abordé par les auteurs, notablement Sunstein et Thaler, qui est la question de savoir si le paternalisme peut être libéral. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui disent, oui, alors d'économistes notamment, qui vont dire, on peut mettre en place des politiques paternalistes, mais ce n'est pas incompatible avec le libéralisme, parce que on peut faire ça sans vraiment réduire les choix des agents. Et là, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est l'inévitabilité de l'imposition. Il y a un État, il doit être financé, donc il faut des impôts. Les impôts créent des distorsions, et donc il faut calculer quelle est la structure optimale des impôts. Maintenant, ce que disent les économistes comportementalistes, c'est au moment où on calcule la structure optimale des impôts, eh bien, il est justifié de prendre en compte les biais comportementaux des gens. Si vous ne prenez pas en compte les biais comportementaux des gens, vous allez mettre une taxe de 20% sur les cigarettes, mais si vous les prenez en compte, à ce moment-là, vous allez mettre cette taxe à 100% ou à 80%, et vous allez réduire les taxes sur les autres biens. Comme de toute façon, on est obligé d'exercer un certain nombre de coercition sur les individus afin de financer les dépenses publiques à travers la fiscalité, il semblerait que l'optimisation de cette fiscalité doive prendre en compte les biais comportementaux. L'autre argument du paternalisme libéral, ça consiste à dire la chose suivante, puisqu'on sait que les gens sont sensibles au contexte dans lequel on leur présente les choix, eh bien, on n'a qu'à non pas réduire les choix offerts aux individus, mais on n'a qu'à manipuler ce contexte de manière à inciter les gens à faire le choix que nous, l'État, c'est-à-dire nous, les professeurs, voudrions qu'ils fassent. Donc on peut faire une loi disant, voilà, dans un supermarché, vous allez mettre les fruits et légumes bien en présentation, et puis les barres de céréales, il ne faut pas que ça se voit trop. Ou alors, vous allez, quand les gens prennent un emploi, vous allez les enrôler par défaut dans un système de retraite, mais ils peuvent quand même quitter le système de retraite s'ils remplissent tel formulaire, etc. Donc on ne réduit pas leur ensemble de choix, on essaye juste de les manipuler pour faire en sorte qu'ils choisissent ce qu'on veut, et en s'appuyant sur les études qui montrent qu'effectivement, ils sont sensibles à la manière dont les choix sont présentés. Donc ça, c'est disons, le paternalisme libéral, le libertarian paternalism dans les mots de Sunstein et Thaler. Alors quels sont les arguments qu'on peut opposer à ce paternalisme libéral? Il y en a plusieurs. Il y a d'une part des arguments plus ou moins factuels qui ont été faits. Bon, premièrement, on peut remettre en cause la légitimité de l'État en tant que bienveillant. D'une part parce que s'il est prouvé que les gens ont des biais comportementaux, les agents de l'État ont aussi des biais comportementaux, et donc il est dangereux de confier des politiques paternalistes à ces agents de l'État.
D'autre part, parce que l'État, même si les agents qui le composent sont rationnels, est lui-même multiple, il y a des groupes de pression, il y a une bureaucratie, et donc le jeu politique fait en sorte que l'État, en tant qu'organisation, n'est pas nécessairement cohérent. On le voit avec la montée des déficits et de la dette publique dans beaucoup de pays qu'on n'arrive pas à réduire, les problèmes de financement des retraites, etc. Troisièmement, si l'État fait des erreurs, si l'État a des biais comportementaux, c'est beaucoup plus dangereux de s'en remettre aux politiques publiques que de décentraliser les choix individuels, parce que finalement les choix individuels sont divers et sont soumis à un processus de sélection, alors que les choix collectifs ne sont pas soumis à un processus de sélection parce qu'ils s'appliquent à tout le monde, et les conséquences des erreurs dans ces choix collectifs sont beaucoup plus graves que les conséquences des erreurs individuelles. Si je décide de planter du blé dans mon jardin en Suède ou en Norvège, enfin au nord du cercle polaire, eh bien, il ne va pas pousser, tant pis pour moi. Mais si par contre l'État décide qu'on va planter du blé en Sibérie et qu'on va nourrir tout le monde avec ça, là, ça a des conséquences catastrophiques. Prenons par exemple l'argument typique consistant à dire les gens remettent les choses au lendemain, ils n'épargnent pas assez, il faut les forcer ou les inciter à épargner plus. Donc, d'une part, on peut s'interroger sur les vraies motivations de ce type de politique, parce que bien entendu, qui ont d'ailleurs qui ont souvent existé dans beaucoup de pays. Bien entendu, on peut penser que la raison pour laquelle l'État veut que les gens épargnent plus, c'est pour augmenter sa base fiscale afin d'accroître les recettes et par là même les dépenses publiques. Donc est-ce que c'est vraiment résoudre les problèmes comportementaux des gens, ou est-ce que c'est au contraire un agenda politique profitant à certains groupes d'intérêt? Et cet argument me semble d'autant plus valable que empiriquement, au niveau agrégé, dans beaucoup de pays, les taux d'épargne sont extrêmement élevés. En Chine, à Singapour, même dans beaucoup de pays européens comme la France, les taux d'épargne sont relativement élevés. Donc il ne semble pas qu'en moyenne, les gens épargnent trop peu. Ils auraient tendance plutôt à épargner beaucoup. Donc la pertinence empirique de cet argument que l'épargne est insuffisante est sujette à caution. Enfin, si on regarde le comportement des États, il semble encore moins compétent que les individus privés pour gérer l'épargne nationale. Si on prend le cas de la France, par exemple, l'État français a été en déficit chaque année depuis 30 ans. Il n'est pas capable de mettre en place des réformes des retraites qui équilibrent le budget. Donc on a un État qui se livre à un jeu de Ponzi, ce qui est interdit aux individus privés, et l'État met des restrictions au système de retraite, notamment de fortes restrictions sur la portabilité des pensions, une conditionnalité sur la jouissance de ces pensions. Et toutes ces choses-là suggèrent que ce qui est là derrière, c'est pas la possibilité, c'est pas le fait d'offrir aux gens la possibilité de résoudre leurs biais comportementaux, mais au contraire un jeu politique joué par des intérêts privés dans un contexte où l'horizon temporel est en fait assez court. Et par ailleurs, on peut citer un certain nombre de politiques publiques qui tendent à favoriser les biais comportementaux plutôt qu'à les résoudre. On peut parler par exemple du divorce, où il est probablement très difficile pour des individus privés de signer un contrat de mariage imposant des pénalités à la personne qui initierait le divorce. On peut parler du laxisme en matière scolaire et judiciaire, ou on peut parler de certaines politiques en matière de drogue, où en fait, à Paris, il est question d'ouvrir une salle de shoot, et ça va être fait d'ailleurs. Ça signifie qu'on subventionne
le biais comportemental consistant à ce comportement addictif. Enfin, dernière critique que je voudrais faire, dernière critique factuelle que je voudrais faire sur le paternalisme comportemental, pardon, le paternalisme libéral. Les politiques qu'on met en avant comme allant de soi me semblent refléter, d'ailleurs c'est relié à ce que je viens de dire, plutôt une idéologie contemporaine qu'une approche véritablement scientifique. Par exemple, prenons par exemple les dons d'organes. Un des arguments de Thaler et Sunstein, c'est que si les gens signaient un papier, si les gens s'engageaient à ce qu'en cas d'accident, on pourrait utiliser leurs organes pour faire une opération chirurgicale à quelqu'un qui en a besoin, pour faire une greffe à quelqu'un qui en a besoin, eh bien évidemment il y aurait plus d'organes et on aurait plus de greffes. Mais bien entendu, ça nous paraît évident parce que les valeurs ont évolué et que l'intégrité du corps humain, même mort, est quelque chose qui a beaucoup moins de valeur à nos yeux qu'il y a 100 ans ou il y a 150 ans. Je suppose qu'il y a 150 ans, ça aurait été beaucoup moins acceptable de prélever un organe sur un cadavre pour faire une greffe parce que le cadavre en question était plus respecté que de nos jours. Et donc, il me semble que ces politiques paternalistes sont relativement contingentes à des valeurs qui n'ont pas la pérennité qu'on aurait tendance à leur accorder. Alors je sais que j'ai mordu sur mon temps de parole. C'est bon, j'en ai plus pour très longtemps. Donc ça, ce sont, disons, les contre-arguments factuels. Alors après, il y a des contre-arguments qui sont plus de principe ou de nature logique. Pour certaines personnes, le paternalisme... Alors, il y en a qui disent que le paternalisme libéral, c'est pas du paternalisme, parce que tant que vous préservez la liberté de choix, eh bien, il n'y a pas de problème, et donc c'est un peu, disons, comme on dit en anglais, a straw man. Le vrai débat, c'est sur les politiques réellement coercitives, comme l'interdiction des cigarettes en chocolat, la ceinture de sécurité, l'interdiction des sodas. Bon, la liste est interminable. Pour d'autres auteurs, le paternalisme libéral n'est pas libertarien, n'est pas libéral, c'est juste du paternalisme tout court. Et là, il y a une illusion d'optique qui est due au fait que les interventions dont on fait la promotion sont, disons, de faible intensité. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont de faible intensité qu'elles ne réduisent pas la liberté de choix. C'est une sorte de coercition molle. Revenons à l'exemple des fruits et légumes. Vous faites une loi disant, voilà, vous allez mettre les fruits et légumes de manière bien visible et les cochonneries, vous les mettez pas trop visibles. Bon, si ça fonctionne, les gens vont effectivement acheter plus de fruits et légumes. Sauf que le prix des fruits et légumes n'est pas le même que le prix des barres de chocolat. Et donc, en incitant les gens à acheter des fruits et légumes, qui sont en général assez onéreux, vous allez, étant donné qu'ils ont une contrainte budgétaire, vous allez réduire la quantité d'autres choses qu'ils vont pouvoir acheter. Donc là, on voit bien que votre politique repose non pas sur la coercition pure et simple, mais sur une manipulation psychologique, il n'en reste pas moins que cette manipulation psychologique a quand même tendance à réduire la liberté des individus. Donc ça, ce sont, disons, des arguments de nature logique. Après, il y a des arguments qu'on pourrait qualifier de nature plutôt morale. L'argument numéro 1, et là je pense que les différences entre libéraux ou libertariens et utilitaristes sont simplement irréductibles, c'est que l'État n'est pas mandaté pour manipuler les choix des individus. L'utilitariste ou le post-utilitariste considère que l'État est un agent qui est censé maximiser le bonheur ou l'utilité. Le libéral considère que l'État est un agent qui est censé remplir certaines fonctions et ça n'est pas son travail de maximiser le bonheur ou l'utilité.
Autre argument, la responsabilité individuelle est un fondement de toute société libérale et démocratique. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui effectivement ont des biais qui remettent en cause la cohérence de leurs choix, on ne peut pas construire la société autrement qu'en supposant que les individus agissent au mieux de leurs intérêts et sont responsables. Parce que si on ne fait pas ça, à ce moment-là, on a une autre société qui n'est plus libérale et qui n'est plus démocratique. On considère que la caste intellectuelle sait ce qu'il faut faire, c'est comment maximiser le bonheur, et que l'individu moyen dans la population, lui, ne le sait pas. Et donc, évidemment, il n'y a aucune raison de lui demander son avis. Si on ne lui demande pas son avis sur le fait, sur sa propre consommation de fruits et légumes versus barre de chocolat, eh bien, il y a encore moins de raisons de lui demander son avis sur les dépenses publiques, la réforme du système de retraite, etc. En d'autres termes, la Suisse est le pire pays du monde parce que les gens passent leur temps à voter dans des référendums alors qu'ils ne sont même pas capables de manger ce qui est bon pour eux. Donc, à ce moment-là, on est dans une espèce de république, je ne sais pas, platonicienne, où il y a une caste de philosophes ou de professeurs qui calculent le bonheur et l'imposent aux gens. Il n'y a aucune raison que les politiques qu'on met en œuvre aient besoin de la sanction de l'électorat, puisque cet électorat a des biais comportementaux. Dernière critique de fond, et je vais m'arrêter là. Si on est vraiment libéral, eh bien, on peut considérer que, à la fois, disons, le travail d'information et les technologies d'engagement permettant aux gens de résoudre leurs biais comportementaux peut très bien être délégué au marché. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, mon père essayait d'arrêter de fumer. Il y avait des tonnes de techniques qu'on pouvait acheter en pharmacie. Ça allait du chewing-gum au fume-cigarette. Il y avait énormément de produits permettant d'arrêter de fumer. Et donc, à partir du moment où les problèmes, les biais comportementaux résultent du fait qu'il y a un conflit d'intérêts entre certaines incarnations d'un individu et d'autres incarnations du même individu, par exemple un conflit d'intérêts entre votre moi de court terme qui veut fumer, manger, boire, etc., et votre moi de long terme qui a envie de vivre plus longtemps, eh bien, il est parfaitement envisageable que le marché permette au moi de long terme de s'engager, par exemple à travers des produits permettant d'arrêter de fumer, etc., ou en signant des contrats de long terme que le moi de court terme sur lequel le moi de court terme ne pourrait pas revenir. Et donc, d'un point de vue libéral, l'idée que seul l'État peut fournir aux individus les capacités d'engagement leur permettant de résoudre leurs biais est critiquable. Et bien entendu, l'intérêt du marché, c'est que les gens dont les biais ne sont pas les mêmes vont faire des choses différentes. Par exemple, les gens qui n'épargnent pas assez vont, parce que ils remettent leurs décisions de consommation au lendemain, ont besoin de faire des choses très différentes des gens qui épargnent trop parce que c'est leur décision d'épargne qu'ils remettent au lendemain. Avec des politiques utilitaristes, on a tendance à inciter tout le monde à épargner plus. Avec des politiques décentralisées reposant sur le marché, eh bien, les gens qui épargnent pas assez peuvent s'engager à épargner, par exemple, en achetant un logement dès maintenant. Alors évidemment, ils empruntent, mais ça leur force à réduire leur consommation
et avoir un logement au moment où ils prennent leur retraite. Et puis, les gens qui épargnent trop, eh bien, ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent s'abonner à la télé par câble, à des clubs qui leur prélèvent un montant mensuel, etc. Donc, il y a plein de technologies permettant de s'engager à consommer plus et en même temps des technologies permettant de s'engager à épargner plus. Et donc, le gros intérêt de cette approche, c'est qu'elle préserve la diversité des préférences, alors que cette diversité a tendance à passer à la trappe avec l'approche étatique qui prévaut dans la plupart des politiques paternalistes que nous observons. Et voilà. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup.